Bien, si vous en êtes d'accord, je vous propose de commencer. Nous allons entamer cette 18e journée du Centre ressources handicap psychique des Pays de la Loire, du CREPSI des Pays de la Loire, journée thématique qui va être consacrée aujourd'hui aux enseignements des effets de la pandémie sur la santé mentale en général, sur l'organisation, sur les personnes, voilà. Qu'est-ce que nous a, dans une première approche, qu'est-ce que nous a apporté, si on peut dire les choses comme ça, mais quels enseignements pouvons-nous tirer de cette pandémie et de cette épreuve qu'a constituée cette pandémie? Eh bien, d'abord, c'est que sans doute la santé mentale est l'affaire de tous, qu'elle nous impacte tous, qu'elle concerne tout le monde. Elle impacte aussi la santé mentale des personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères et persistants, oui, mais sans doute d'une manière un peu différente de ce que nous avions imaginé au départ, et donc de quelle façon et quels enseignements en tirer. Et puis, elle nous a donné des ouvertures sur de nouvelles pratiques, avec la question que pouvons-nous garder de ces nouvelles pratiques qui vont nous servir, qui vont peut-être permettre une évolution de nos pratiques de soins, qui vont peut-être nous permettre d'être meilleurs en termes de services rendus à toutes les personnes qui vivent avec ces troubles psychiques. Nous allons entendre une grande diversité de communication sur beaucoup d'aspects, mais notre journée va débuter par une conférence qui va nous être proposée par Monsieur Thomas Dansbourg, qui est psychothérapeute. Après avoir été avocat, j'ai lu sur sa page personnelle, Facebook, je crois, qui est conférencier, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages et qui est un spécialiste de la communication non violente. Et donc, voilà, quelles sont les réflexions qu'a apportées cette pandémie et que pouvons-nous retirer d'un nouveau regard sur nos pratiques, éclairées par ce prisme, cette paire de lunettes de la question de la communication. Voilà, je demande donc peut-être à Monsieur Dansbourg, avec, j'espère, pas trop de bugs informatiques ou de connexion, voilà, de bien vouloir débuter sa contribution. Eh bien, merci beaucoup. Je veux juste vérifier que vous m'entendez bien. Parfaitement. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Heureux de participer à cette journée de réflexion sur le lien. On m'a demandé de faire une petite exposé de façon générale sur le lien, indépendamment de l'enjeu actuel de l'épidémie du Covid et du public que vous traitez, les personnes qui ont des enjeux psychiques difficiles. Et donc, d'une façon générale, j'observe depuis à peu près 25 ans que j'accompagne les personnes à travers cycles et saisons de l'existence, souvent en quête de sens, ou en tout cas d'un sens plus intense, plus clair, plus mobilisant. J'observe que nous avons comme un dénominateur commun. Nous cherchons à vivre des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. Des relations vraies, c'est-à-dire que nous sommes fatigués des agendas cachés, de l'hypocrisie, de la langue de bois, de ce qui sonne creux, de ce qui ne semble pas être la réalité ou la vérité. Et c'est précieux donc de vérifier dans nos relations qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui sonne juste. Des relations vraies, profondes. Nous sommes fatigués des relations de surface qui ne rencontrent pas, qui n'adressent pas, comme on dit en franglais, qui ne rencontrent pas les vrais enjeux. On reste en périphérie, on reste dans la carrosserie, on ne va pas à l'intérieur du vrai problème, souvent par peur, parce qu'on a peur de déranger ou de soulever éventuellement un conflit. On a peur de dire un vrai non, alors on dit un oui gentil. Nous avons besoin d'apprendre à vivre des relations profondes, à oser dépasser ces conditionnements. Vraies, profondes, fécondes. Nous sommes fatigués des relations qui ne débouchent sur rien
rien, qui assurent peut-être le train-train quotidien d'une façon fonctionnelle, mais qui ne semblent pas créer de la vie, créer du vivre ensemble, ajouter, je dirais, une bûche sur le feu du lien, de la relation, pour que ce feu soit joyeux, soit lumineux, soit chaleureux. Nous avons besoin d'apprendre à créer, à co-créer, ça se co-crée, des relations fécondes. Et enfin, nous sommes fatigués des relations, nous avons besoin de relations fluides, nous sommes fatigués des relations irritantes et qui, parfois, si pas souvent, nous amènent à vivre des irritants systématiques que nous subissons comme si nous n'avions pas de pouvoir de transformer ça. Et nous avons vraiment donc besoin d'apprendre à transformer ce que nous n'aimons pas, à mesurer le pouvoir, la ressource que nous avons en nous pour comprendre ce qui nous irrite et apporter une contribution pour retrouver la fluidité qui fait la joie des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. C'est ça que nous cherchons profondément, me semble-t-il. Si c'est ça que nous cherchons, autant d'humains que nous sommes sur cette planète, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas ça que nous vivons ? Nous arrivons à aller sur la Lune, nous creusons un tunnel sous la Manche, nous construisons des TGV incroyables qui roulent à 400 à l'heure, on fait des ponts superbes sur des vallées immenses. Dans l'ordre du faire, nous sommes très compétents. Et dans l'ordre de l'être, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que nous attendons tous ensemble pour développer des compétences aussi magistrales, permettant de découvrir ce nouveau continent qui est celui de la relation, de l'être ensemble, du lien solide, du lien profond, du lien fécond. Alors, je nous propose de voir que nous avons besoin pour ça d'apprendre à comprendre que nous avons tous un personnage qui a été construit par la famille, par l'éducation, la scolarité, parfois des traditions religieuses. Et ce personnage, assez souvent, a pu nous permettre de vivre, de traverser l'enfance, l'adolescence, arriver à l'âge adulte. Même si ce n'était pas forcément confortable, c'est une sorte de vêtement qui nous a permis d'entrer dans la vie. À un moment, nous avons la plupart du temps la sensation que ce personnage ne correspond pas à la vraie personne. Et nous avons donc besoin de faire droit à cette vraie personne. Et là, ça demande un peu de travail d'écoute intérieure, un peu de travail d'empathie, un peu de travail de discernement pour créer du lien. C'est le thème de mon intervention, créer du lien avec la première personne dont nous avons la charge sur cette planète et qui est nous. Créer un lien profond, fécond, fluide et authentique avec la première personne que nous sommes. Et ça, malheureusement, figurez-vous, ça ne fait pas encore partie de nos programmes scolaires. Je ne pense pas que les personnes qui nous écoutent ont appris à l'école à être bien reliées à ce qu'ils ressentent, à bien comprendre leur vie personne, à la distinguer du personnage et donc à percevoir les enjeux de l'ego inévitables pour sentir que derrière l'ego, il y a un être profond qui a envie d'être en expansion plutôt qu'en contraction. Ces enseignements, curieusement, ne font pas encore partie de nos scolarités. Je suis convaincu qu'elles se mettront en place dans les années qui viennent, tant nous avons besoin d'apprendre les fondamentaux de vivre ensemble, avec autant d'urgence que lire, écrire et calculer. À quoi ça sert d'être un jour un ingénieur fabuleux qui ne sait pas diriger des équipes parce qu'elles ont des cultures différentes, des mentalités différentes, qu'on n'arrive pas à les mettre ensemble? À quoi ça sert d'être un chirurgien brillant si on ne sait pas faire coordonner le travail d'équipe et passer un diagnostic délicat aux patients, accueillir la détresse des familles? Donc, l'enjeu de la relation est au cœur de toute nos situations professionnelles. Et pour ça, nous avons besoin de faire un petit travail pour nourrir la relation avec soi et avec les autres. Et je recommande cette hygiène, exactement comme nous prenons soin de notre hygiène physique. Nous changeons nos vêtements, nous prenons une douche, nous nous rasons, nous nous coiffons, nous faisons en sorte d'être un citoyen agréable pour notre plaisir à nous, bien sûr, mais également par respect pour l'autre. Je suis convaincu que dans les années qui viennent, nous allons instaurer dans nos vies ce que j'appelle une douche psychique, c'est-à-dire un soin de notre conscience, de notre psyché, un soin de nos émotions pour les comprendre, démanteler ce qui ne va pas et nous aligner sur ce qui va, un alignement psychospirituel sur ce qui fait sens pour nous, spirituel évidemment au sens complètement large. Quel est l'esprit de notre vie? Quel esprit voulons-nous y mettre? Quel esprit voulons-nous transmettre? Et ça se pratique comme une hygiène, ça s'instaure petit à petit. Alors, comme le thème est les liens humains, ce qui les nourrit et ce qui les entrave, le thème de mon intervention ce matin, je vous propose de voir quelques enjeux qui nourrissent le lien d'abord. La relation se jardine, c'est vraiment du jardinage. On sème un lien, on l'entretient, on prend soin des mauvaises herbes qui pourraient l'encombrer, on enlève les limaces ou les pucerons qui sont les pensées négatives, les vieux réflexes d'action-réaction, on vérifie l'ensoleillement, est-ce que je prends suffisamment soin que cette relation soit vivante, animée, présente, on arrose de reconnaissance, de tendresse, d'attention, de
de présence de nouveau. Ça se jardine, ce n'est pas un truc magique. Et à commencer par la relation à soi. Beaucoup de personnes me disent, je souffre d'un manque d'estime de moi, je ne me connais pas bien, comment est-ce que je peux créer du lien avec moi-même? Et je dis, mais c'est comme avec n'importe quelle personne, lorsque vous rencontrez quelqu'un dont vous vous dites, tiens, cette personne m'est sympathique, j'aurais envie de faire du lien au travail ou dans la vie sociale, comment allez-vous faire attendre que ça se passe? Ben non, vous allez organiser du contact en disant, tiens, est-ce qu'on peut prendre un café? Et peut-être qu'après le café, vous vous direz, ben demain, on peut peut-être se revoir pour aller faire une balade, ou bien on peut se voir à partager un pique-nique ou un barbecue le week-end prochain. Vous allez petit à petit approcher cette personne pour créer du lien. Eh bien, le contact avec vous, c'est pareil. Organisez-vous régulièrement une assise silencieuse avec la personne que vous êtes, en sorte de comprendre vos élans, vos joies, ce qui vous meut, ce qui vous émeut, ce qui vous met donc en mouvement vers autre chose, ce qui fait sens pour vous, et écoutez également avec attention vos colères, vos tristesses, vos désarrois, vos peurs, qui sont des parties de vous vivantes et qui ont besoin d'attention. Et on voit bien dans les circonstances d'aujourd'hui de l'épidémie combien les citoyens sont peu préparés à écouter toutes les parties d'eux pour éviter d'être submergés par les peurs ou par la colère ou la détresse. Nous avons besoin de sentir qu'il y a une partie de moi qui a peut-être peur, mais je n'ai pas que peur. Je suis centré au milieu de moi-même parce que je sais aussi me nourrir de confiance et de joie et d'attention à tout ce que la vie propose de beau et de bon. Parce que quand même, soyons réalistes, il y a bien plus de belles et bonnes choses qui se passent sur la planète que de choses tragiques. C'est simplement du réalisme. Plus d'enfants qui naissent en bonne santé que d'enfants qui naissent avec une maladie. Plus d'avions qui arrivent à l'heure avec leur cargaison en parfaite sécurité que d'avions qui explosent en vol ou qui s'écrasent à l'atterrissage. Donc, ma proposition d'être vraiment très réaliste et de nourrir notre conscience de belles et bonnes nouvelles pour pouvoir justement avoir une bonne immunité pour traverser les périodes comme celles que l'on vit où les choses sont plus difficiles et où ça demande donc de savoir comment rester centré dans ce qui nous décentre, dans ce qui peut être incohérent, comment rester nous-mêmes cohérents. Ça s'apprend par un jardinage régulier du lien avec soi et du lien avec notre entourage. Une capacité donc à rester à l'écoute, à rester attentif, à rester présent. Vous l'aurez peut-être perçu, dans toute relation, il y a 3 êtres vivants. 3 êtres vivants. C'est particulièrement palpable, je dirais, dans le couple. Lorsque vous engagez dans un couple, eh bien, vous pouvez dire à l'autre, à votre conjoint, à votre partenaire de couple, toi, tu es né à ta date de naissance. Moi, je suis né à ma date de naissance. Et nous, aînés, quand nous nous sommes rencontrés, nous étions tout petits, nous étions tout mignons, nous a grandi, nous a fleuri, nous s'est épanoui, mais nous pourrait se fatiguer. Nous pourrait tomber malade. Nous pourrait peut-être s'anesthésier si toi et moi, nous ne nous occupons pas de nous. Nous est vraiment un être vivant à part entière et dans une mesure sans doute moindre affectivement, mais toutefois aussi vivante. Eh bien, ce lien existe avec un collègue de travail que l'on rencontre pour la première fois et il y a quand même un rapport de nous puisqu'on va travailler ensemble, ainsi de suite avec la caissière du magasin que l'on rencontre régulièrement. Un certain nous se crée, même s'il est très provisoire et passager. Nous avons besoin d'être attentifs à la qualité du nous. La qualité du nous qui est basée sur l'échange, donner, recevoir, s'écouter, se parler, se rencontrer, s'apporter de la présence. Et nous verrons un peu plus loin combien pour cela nous aurons absolument besoin individuellement et collectivement de pacifier notre rapport au temps. Nous avons co-créé une société dans laquelle on court tout le temps. Nous y reviendrons. Et donc, dans ce qui nourrit le jardinage, la conscience qu'il y a 3 êtres vivants et que nous avons besoin non seulement de nous occuper de je et de m'occuper de tu, mais aussi de m'occuper de nous, nous aurons également absolument besoin de réapprendre, ou en tout cas peut-être d'apprendre à écouter. Je suis frappé de voir, dans mon propre parcours d'abord, mais dans le parcours des gens que j'accompagne, comme nous ne savons pas écouter. Ce qui ne serait rien, parce que quand on ne sait pas écouter, on peut apprendre à écouter. La grosse difficulté, c'est que nous ne savons pas écouter. Comment voulez-vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas avoir besoin d'apprendre? J'étais avocat, j'ai pratiqué un métier qui consiste à écouter les difficultés des gens et reçu un cours d'écoute.
Je n'avais pas reçu un cours de langage émotionnel, alors que l'avocat est en lien avec toutes les émotions du monde dans son cabinet. Je n'ai pas reçu un cours d'analyse systémique. Quel est le système relationnel qui relie ces personnes quand c'est un couple, une équipe de travail, une famille, etc., ou des voisins dans un quartier, etc. J'ai mesuré ma pauvreté. Je n'étais pas formé à des enjeux fondamentaux pour mon métier. Et c'est le cas de bien des médecins, bien des enseignants, bien des managers, etc. Donc, nous avons besoin d'apprendre à écouter. L'écoute ne tombe pas du ciel parce qu'on a de bonnes intentions. Ça m'a vraiment percuté quand, tout en étant encore juriste, je me suis occupé pendant 10 ans en bénévolat. C'était une activité bénévole, mais qui a été un pivot pour moi. Je me suis occupé de jeunes dits de la rue, des jeunes dans les difficultés de délinquance, de gangs de rue, d'addiction. J'ai pu mesurer que je voulais m'occuper d'humains. Cette expérience a été transformante pour moi et j'ai pu voir les limites de ma bonne éducation gentille. Viens faire du sport, viens à cette activité, ça va te faire du bien, il faut que tu t'oxygènes. Tous ces bons conseils passaient à côté parce que je n'avais pas appris à écouter où est l'autre. Où est cet être humain? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas du tout envie d'aller faire une activité que moi je trouve très amusante, très passionnante, très stimulante? Comment être là où l'autre est? J'avais besoin d'apprendre l'empathie. C'est aussi simple que ça. L'empathie devrait être enseignée depuis la maternelle. Rejoindre l'autre là où il est, comprendre ce qu'il vit plutôt que de projeter sur lui nos belles images, souvent de sauveurs, qui vit un peu dans un monde idéal ou qui croit que l'autre peut nous rejoindre là où nous sommes. C'est nous qui avons besoin d'apprendre à rejoindre l'autre là où il est. Et l'écoute, j'aime le rappeler systématiquement au le mimant, c'est extrêmement difficile pour la plupart d'entre nous parce que figurez-vous que pour écouter, nous devons apprendre à la faire nous. La faire nous, pour laisser l'autre arriver au bout de sa phrase. Et, grand acte, laisser un temps de silence après que l'autre ait fini sa phrase. Parce que le silence après que l'autre ait fini, c'est encore l'autre. Vous connaissez la phrase à propos de la musique de Mozart. Et donc, je respecte ça. Et immense tact, je reflète ce que l'autre a dit pour m'assurer que j'ai bien compris, même si je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, surtout si je ne suis pas d'accord, je vérifie. Donc, toi, ton point, c'est ça, tu verrais plutôt les choses comme ceci. C'est comme ça que tu vois la chose. Oh, ok, je souhaite de l'écoute et du respect pour ma position. Le minimum, c'est que j'ai de l'écoute et du respect pour ta position. Donc, j'instaure entre nous deux le climat que je souhaite pouvoir vivre. Je suis, rappelez-vous la formule de Gandhi, je suis le changement que je veux voir dans le monde. J'apporte à cet endroit-là, je ne change pas le monde, évidemment, mais je change mon monde. J'apporte à cet endroit-là la qualité d'être que j'ai envie de vivre. Et ça change tout. Ça change tout. Dans les formations de communication non violente que j'anime depuis bientôt 25 ans, je vois que quand les gens réalisent qu'ils ne savaient pas écouter et qu'ils veulent bien le reconnaître et qu'ils transforment ça pour se mettre vraiment à l'écoute, waouh! Combien de familles ne se sont pas réconciliées parce que les parents, au lieu de prétendre qu'ils avaient raison, que c'est comme ça qu'il faut faire, qu'à ta place, il est temps que tu, et de mon temps, j'aurais, toute attitude que les parents prennent pour de l'écoute, tout d'un coup, ils la ferment et ils écoutent. Et ils perçoivent que derrière le désaccord, il y a de la richesse, il y a de l'intuition, il y a une capacité à trouver ses ressources par soi-même. Et donc, au lieu d'avoir donné un bon conseil que l'autre n'écoute pas et qui constitue comme un poisson, l'autre va manger un jour, rappelez-vous la belle formule, eh bien, par l'écoute, ils ont invité l'autre à descendre à l'intérieur de soi, à trouver ses ressources et à devenir autonome. Ha! N'est-ce pas ça que l'on souhaite quand on a des enfants, leur autonomie, et non pas leur fourguer des conseils qu'ils n'ont pas demandés? Donc, j'ai vu qu'apprendre à écouter, apprendre à la fermer, apprendre à laisser l'autre terminer sa phrase et laisser ce temps de silence qui permet à ce que j'appelle dans mon travail à nos Googles intérieurs de fonctionner parce que nous n'avons pas qu'une intelligence logico-mathématique cérébrale qui passe par des mots. Nous avons une intelligence intuitive qui passe par des sensations. Et quand il y a du silence qui est respecté par l'autre, ces sensations, ces perceptions se font de façon fine et subtile. C'est ce qu'on appelle l'intelligence intuitive. On l'appelle aussi l'intelligence émotionnelle, bien évidemment, mais également l'intelligence relationnelle intérieure. Il y a l'intelligence relationnelle extérieure, mais l'intelligence relationnelle intérieure, qui est un enjeu de base de la citoyenneté. J'apprends à me relier à toutes les parties de moi pour éviter des effets de cocotte minute explosive. C'est ça la violence. Pour m'être occupé de gamins de la rue, j'ai pu voir que les enfants avaient profondément souffert de manque de lien, c'est le thème de cette intervention, et donc ne se reliaient pas à eux-mêmes, étaient toujours dans l'action-réaction, n'avaient pas eu reçu d'empathie, donc n'en développaient pratiquement pas, vraiment pas pour eux, avaient donc également du mal à développer de l'empathie pour l'autre. L'empathie, ça se témoigne, ça se montre, ça se vit, ça ne s'invente pas par hasard.
Et donc, ces jeunes étaient très souvent en grande difficulté à identifier et nommer, exprimer ce qui se passe en eux. Du mal à dire je me sens triste, déçu, découragé ou en colère ou j'ai peur, du mal à évidemment faire le lien entre ces sentiments et les besoins. J'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de lien, j'ai besoin de sincérité, j'ai besoin de trouver ma place, j'ai besoin de me sentir vivant, j'ai besoin de sens, j'ai évidemment besoin d'amour, ça c'est clair. Donc tant que nous n'avons pas la possibilité d'identifier nos sentiments et de faire le lien avec nos besoins ou nos valeurs, eh bien les frustrations s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent dans ce que j'appelle la cocotte minute, et tôt ou tard, la cocotte, elle n'est pas statique, elle est posée sur le feu du temps qui chauffe, et paf, ça pète. Passez-moi l'expression. Et si la cocotte n'explose pas dans une colère qui peut avoir le mérite de lâcher un peu la pression, mais qui parfois fait des dégâts tragiques, on est bien d'accord, eh bien, la cocotte implose dans la dépression, dans le burn-out, dans toutes sortes de maladies. Il apparaît souvent que si je réprime ce qu'il serait juste que j'exprime, eh bien ça s'imprime et tôt ou tard, je déprime. Bon, au-delà de la plaisante formule rimée, j'ai pu voir qu'effectivement, nous avons du mal à faire du lien avec toutes les parties de nous pour leur donner de l'expression. Et que la plupart du temps, quand quelqu'un pète un câble, comme on dit dans le jargon, eh bien, c'est qu'elle ne s'est pas reliée à une partie d'elle-même qui est en souffrance, qui est en attente de s'exprimer, et tout d'un coup, paf, ça explose en pleine figure. De nouveau, nous relions à ces besoins que nous apprenions dès l'enfance, dès la maternelle et dans toute la scolarité, à bien nous relier au premier humain dont nous avons la charge, parce que c'est ça qui va faire du lien avec l'autre. Plus je comprends mon besoin de respect, plus je respecte l'autre. Plus je comprends mon besoin de bien m'écouter, et j'en vois le bénéfice, plus je développe des capacités à bien écouter l'autre. Mais inversement, comment vais-je avoir de l'empathie pour l'humain devant, si je n'en ai pas pour l'humain qui est dedans moi? Comment vais-je par hasard écouter cet humain-là dans sa complexité, alors que moi, je ne veux pas me voir dans ma complexité? Nous voyons bien que le premier lien est à faire avec soi, et c'est ce que j'appelle dans mon travail de l'intériorité citoyenne. De l'intériorité citoyenne, je réconcilie, vous voyez, deux notions qui ont tendance à se tirer la langue. L'intériorité, c'est pour ceux qui s'en préoccupent, ça concerne la vie privée, soi-disant. Et puis, il y a la citoyenneté, l'engagement dans toutes nos communautés, avec les droits et devoirs. Mais comment voulez-vous avoir une participation riche, profonde, fluide et vraie dans la communauté si vous êtes coupé de votre vie intérieure? Ça peut pas. Ça ne peut pas. Et on voit, vous le voyez bien sûr, j'ai travaillé beaucoup dans le social, tant de personnes s'engager dans un projet social, j'ai envie d'être enseignant, je veux être infirmier, je veux aider dans une action sociale dans mon quartier, je vais aller aider les vieilles personnes, je vais créer une petite association pour ceci, pour ça. Beaucoup de générosité dans l'intention, mais beaucoup de tensions intérieures qui ne sont pas vues, de deuil qui ne sont pas faits, de colère qui ne sont pas nettoyées, d'attentes qui ne sont pas formulées clairement, et tôt ou tard, dans l'équipe de l'association, pardonnez-moi l'expression, mais ça pète, parce que tout ça était à l'intérieur et n'a pas trouvé une voie d'expression. Le premier lien à faire, le premier nous à créer, c'est un nous intérieur entre toutes les parties de moi. En sorte que quand j'avance dans la vie, dans mes projets, j'emporte avec moi un climat de fédération, un climat d'unité, un climat de paix intérieure transportable et rayonnante. Rien d'angélique là-dedans. Vous savez, ça n'est pas bisounours du tout ce que j'évoque. Parfois, j'entends les gens me dire la communication non violente, c'est gentil, mais ça ne marche pas. Attends. On fait la guerre depuis des millénaires parce qu'on s'y discipline. On a un ministère de la guerre, ça s'appelle la Défense nationale. On a une armée qui se drille, qui se discipline, qui intègre des pratiques, qui a ses rituels. Et puis, malheureusement, on sait faire la guerre. Mais la paix, c'est pareil. Nous savons faire la paix si nous nous y disciplinons. Et je peux vous assurer que pour quitter la vie d'avocat très combatif et parfois même un peu revanchard que j'étais et arriver à me pacifier et à apprendre à écouter pour pouvoir trouver des solutions gagnantes pour deux personnes, j'ai dû démanteler pas mal de systèmes de pensée et réapprendre à faire du lien fécond. Ça se travaille, ça s'apprend et ça devrait être davantage connu. Donc, merci de me donner l'occasion d'en parler là. Voilà les enjeux qui peuvent nourrir le lien, le jardinage régulier de la relation, la conscience qu'il y a un nous entre je et tu, le besoin d'écouter profondément au-delà du désaccord, parce que c'est vraiment l'écoute qui crée, qui met la prise au fond. C'est l'écoute qui met la prise. Et tant que la prise n'est pas mise, figurez-vous que le courant ne passe pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et ça va à l'inverse de nos éducations.
La petite loi de la petite devise de la communication non violente, c'est le lien d'abord, le résultat ensuite. Le lien d'abord. D'abord, créer du lien. Où es-tu, toi? Comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu vis? Vers quoi tu as envie d'aller? Qu'est-ce qui t'a enchanté? Dans les familles, malheureusement, c'est souvent une sorte de massacre. On est dans les choses à faire. Et dans le résultat, tu as fait tes devoirs, tu as pris ta douche, tu as mis ton pyjama, tu es prêt pour demain. On est dans les choses à faire et on a complètement oublié comment tu te sens aujourd'hui, comment était ta journée, de quoi tu rêves, qu'est-ce qui t'a indigné aujourd'hui, qu'est-ce qui fait joie dans ta vie, qu'est-ce qui fait peur ou désarroi, du lien vrai, profond, fécond. Et après, on prépare le repas. Ou pendant, on prépare le repas. Et après, on fait la vaisselle. Ou pendant, on fait la vaisselle. Mais on se parle des vraies choses. On se relie, on met la prise. Et je peux voir que, bien sûr qu'il y a des personnes parmi vous qui savent ça, mais ça reste encore assez peu fréquent. Et beaucoup de familles, notamment, mais d'écoles également, de classes, sont préoccupées du programme, des choses à faire, de l'étape suivante, en oubliant d'être ensemble et de co-créer du nous. Et c'est pour ça que ça dysfonctionne. Tant qu'il n'y a pas de nous fécond, ça part un peu dans tous les sens. Il faut tirer plutôt que sentir que ça bouge tout seul. Sur cet enjeu des pédagogies, vous le savez, je ne vous apprends rien, mais certaines pédagogies, notamment dans les écoles du Nord, créent d'abord du nous, la joie d'être ensemble, du lien, du plaisir d'apprendre, de découvrir, de s'entêter, de mettre des générations ensemble pour s'épauler et sentir qu'il y a une vraie communauté. Alors, les enfants sont curieux comme tout, ils ont envie d'apprendre. Nous avons besoin de changer certaines choses dans nos systèmes éducatifs. Voilà pour ce qui nourrit, ce qui entrave. Eh bien, il y a toutes sortes de pièges. Ce serait peut-être un peu trop long dans le cadre qui m'est offert ici de les donner, mais c'est bien ce qu'on observe en communication non violente. Personne n'aime cette appellation négative. Nous préférons des appellations positives et souvent nous utilisons l'appellation communication consciente ou communication empathique ou bienveillante pour indiquer que c'est ça le fil rouge, c'est ça l'intention. Toutefois, son fondateur, Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé il y a 25 ans, docteur en psychologie, lui-même avait maintenu cette appellation non-violente dans la tradition de Gandhi qui appelait la non-violence ahimsa, avec un alpha privatif, donc une formule négative pour bien indiquer que nous sommes vigilants. C'est vraiment la vigilance qu'on peut mettre en parallèle avec l'éducation à la guerre, une vigilance, une discipline de vigilance à éviter ce qui amène la violence. À être donc très, très conscient de ce qui peut générer résistance, rejet, division, séparation, cloisonnement, ce qui empêche donc la qualité du lien, de la fédération, de l'association, de la mise ensemble des êtres humains, à commencer par l'être humain que nous sommes avec nous-mêmes, évidemment. Et donc, nous identifions les 4 pièges les plus récurrents. Le premier, c'est le jugement. Tant que je juge, je ne vois que ce que je vois. Je vois la partie émergée de l'iceberg et j'ignore la totalité de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire 90, 95%. Et c'est une habitude, le jugement, qui est tellement formaté que nous ne voyons pas que nous jugeons. Nous croyons que notre jugement est vrai, est authentique. Et c'est tout un travail de dire, ah, il y a mon jugement, je vais aller voir quels sont les faits. Et lire objectivement les faits, c'est difficile. Et puis, je vais aller voir, voici les faits, et voici les faits que ça me fait. Je réagis aux faits, j'ai des sentiments qui me mettent en mouvement. J'aime ou j'aime pas, ça me plaît pas, ça m'est confortable ou inconfortable. J'ai besoin d'écouter mes sentiments pour me situer autrement qu'en jugeant. Parce que qu'en jugeant, j'étouffe, je cloisonne, je fige. Et donc, nous avons besoin de cette écoute, de cette capacité à observer les choses sans les juger. Et ça, c'est vraiment toute une discipline. La figure qui a amené Marshall à quitter son métier de directeur d'un grand hôpital psychiatrique, c'est qu'il avait souffert dans son enfance d'être jugé pour son nom d'origine juive et effectivement sa tradition juive, et qu'il se faisait casser la figure dans les banlieues de la ville de Détroit aux États-Unis. Et il a d'abord répondu à la violence par la violence parce qu'il était assez baraqué, il est devenu champion de boxe. Puis il s'est dit, c'est pas comme ça que je vais résoudre les conflits. Il s'est intéressé donc à la psychologie. Et puis quand il a été retrouvé au sommet de la direction d'un grand hôpital, il s'est dit, mais au fond, je reproduis ce que j'ai reproché aux autres, les jugements, les étiquettes. Les gens ne savaient pas ce que je vis à l'intérieur, mais m'étiquetaient à l'époque de sale juif, sans me connaître. Et moi, j'étiquette les gens dans leurs difficultés psychiques sans aller à la rencontre de ce qu'ils vivent. Moi, j'ai besoin de lâcher les étiquettes et d'aller à l'écoute sans aucune étiquette, sans a priori, sans essayer de faire coller un comportement à ce que j'ai appris dans mes livres. J'ai besoin d'ouvrir une relation vraiment vraie, sans aucun a priori, et de me connecter d'être à être. Et c'est comme ça qu'il s'est intéressé à la communication, aux bases de la communication non violente, dans
lignée de Carl Rogers et de Thomas Gordon. Et donc, cette ouverture de pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est, sans aucun a priori, ça n'est pas facile, surtout s'il y a eu un peu accumulation, mais c'est accumulation de tensions ou de difficultés, mais c'est vraiment une clé pour éviter une entrave fondamentale au lien qui est de juger. Ensuite, un autre piège, ce sont les croyances qui se sont instaurées, et assez souvent, la croyance est le fruit d'une accumulation de jugements qui se sont enquistés. Si quelqu'un arrive en retard à la réunion, je vais peut-être avoir tendance à dire « t'es en retard », alors qu'au fond, peut-être que ce serait plus le temps de vérifier « tiens, j'avais noté 8 heures, il est 8h30, est-ce qu'on avait la même heure ?» pour éviter de tout de suite être en pétard par un reproche. Donc, on voit déjà le bénéfice de ne pas juger, mais de s'interroger d'abord sur les faits. Et puis, si ça arrive plusieurs fois, nous aurons tendance à dire « tu étais toujours en retard ». Et puis d'ailleurs, on ne peut pas compter sur toi. Vous voyez, la croyance se construit très, très, très vite. Au lieu de dire « je suis mal à l'aise que tu sois arrivé en retard 2 fois de suite pour notre projet, je tiens à le finir à temps et à être crédible vis-à-vis du reste de l'équipe, peux-tu faire en sorte d'être à l'heure ?» Je nomme des sentiments, mal à l'aise, j'ai besoin de crédibilité et d'efficacité dans mon projet, et il y a peut-être plus de chances que ça crée une dynamique que si simplement je suis dans le reproche ou dans la critique. Nous avons donc besoin de nous éveiller à lâcher les croyances qui peuvent être très inhibantes, très freinantes, très divisantes, et donc être contre-productives par rapport à notre besoin de liens profonds et authentiques. Un quatrième piège, c'est l'habitude très cartésienne de fonctionner avec des tiroirs qui s'opposent. On appelle ça la pensée binaire ou la dualité, soit de ceci, soit de cela, ou ceci, ou cela. Paf! Beaucoup de divisions. Je peux vous témoigner que c'est un des enjeux qui revient de façon la plus récurrente dans l'accompagnement des personnes, c'est de les aider à voir dans quelle pensée binaire sur eux-mêmes, sur les autres ou sur la vie ils sont entrés, en mettant les choses en opposition, en tension, plutôt qu'en complémentarité. L'exemple classique qui m'est apparu quand j'ai eu un cabinet de thérapeute pendant 10 ans, j'ai accompagné beaucoup de couples en difficulté. Le gros classique, c'est presque un bateau, mais malheureusement, c'est comme ça. J'entendais le couple se chamailler un peu dans mon cabinet, et l'un disait je me suis coupé de moi pour être avec toi. J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi. Vous connaissez la formule de Jacques Salomé, j'ai tout fait. C'est bien intéressant. J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi, je me suis coupé de moi pour être avec toi, et bien maintenant, je me coupe de toi pour être avec moi. Tac, tac. N'eût-il pas mieux valu que ce couple entre dans leur lien, dans leur choix de vivre ensemble, en se disant « et je prendrai soin de toi, et je prendrai soin de notre nous, et je prendrai soin de moi » pour rester un être qui a de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la douceur intérieure, et qui est disponible tant pour toi que pour le nous. Eh bien, je peux vous assurer que cette pensée divisante se retrouve, s'insinue dans énormément de relations. Nous avons besoin d'être vigilants et d'avoir une hygiène de conscience pour éviter cela. Enfin, un dernier piège que nous voyons dans nos enjeux de communication, c'est le « il faut ». Ce langage que nous appelons un langage déresponsabilisant. Déresponsabilisant parce que « il faut »,« je dois », tu dois, c'est ton rôle, c'est mon rôle, je me dois de. Ça paraît très responsable. Il y a une sorte de drapé, de statut, de dignité, il faut, c'est notre devoir. Toutefois, si vous grattez un petit peu ce vernis, ce drapé, c'est un langage de soumis. J'exécute une instruction où je me suis mis dans un rôle et ce n'est pas moi qui commande. Et beaucoup de souffrances sur soi, mais infligées sur les autres, viennent de cela. Nous avons besoin d'apprendre à décoder nos « il faut »,« je dois » en termes de « je choisis parce que j'y tiens ». Parce que c'est important pour moi, même si ce n'est pas tout confort. Ça reste quand même un choix. Aujourd'hui, vous êtes à cette réunion, vous êtes peut-être dit, il faut que je sois à l'heure, il faut que je sois à la réunion. Non, il ne faut pas. Vous n'êtes pas du tout obligé. Vous faites ce choix. Je choisis d'être à cette réunion, à ce congrès, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de me nourrir de certains apports ou d'échanger avec mes collègues. C'est un choix. Alors, on est d'accord qu'il y a des inconforts. Peut-être que vous avez dû vous lever un peu plus tôt ou conduire vos enfants à l'école ou organiser des choses un peu différemment. Bien évidemment, il y a des inconforts. Ça n'empêche que c'est un choix. Alors là, nous allons sortir d'une confusion majeure. Ça n'est pas parce que c'est un choix que c'est tout confort. Et ça n'est pas parce que il y a de l'inconfort que ce n'est pas un choix. Beaucoup de pollution dans nos relations qui entravent la qualité du lien viennent de ce que nous fonctionnons avec des il faut sur nous-mêmes et sur les autres. Voilà 4 pièges, les jugements, les croyances, la pensée binaire et les il faut, qui sont de grosses entraves à la qualité du lien que nous avons envie de vivre de façon fluide, féconde, profonde et vraie. Et enfin, j'en termine, je crois qu'il me reste encore un tout petit moment, avec cet enjeu du temps. On l'a évoqué un peu avant.
Éduqués que nous sommes assez souvent dans les choses à faire, mets ton pyjama, range ta chambre, fais tes devoirs, etc. Assez souvent, nous avons encodé très tôt une course à tout bien faire. Une course à tout bien faire. Et qui parmi nous, là, qui nous écoute, qui nous entend, ne sera pas dit quelquefois, s'y passe souvent, je suis piégé par la course à tout bien faire, je vais de choses à faire en choses à faire tout le temps. Ah oui, eh bien si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans la vie, inévitablement, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire, parce que tout est compacté. Et quand on a du temps pour la tendresse, pour la douceur, pour l'abandon, pour le lâcher-prise, pour vaquer, pour rêver, pour avoir de l'intuition, pour être éclairé sur le sens de notre vie, pour pouvoir co-créer du nouveau, inventer. Or, on le voit bien dans la transition que nous sommes en train de vivre, qui est bien au-delà d'une crise. On parle d'une transition aussi majeure qu'entre le Moyen-Âge et la Renaissance, d'après certains prospectivistes. Eh bien, nous avons vraiment besoin d'inventer le monde nouveau et donc de quitter les vieux systèmes de pensée. Parce qu'avec les vieux systèmes de pensée, on va créer des systèmes obsolètes. Et beaucoup de nos systèmes sont obsolètes. Donc, nous avons besoin d'apprendre à pacifier le rapport au temps pour avoir des espaces d'inspiration, de co-création. Je me citais cet exemple qui m'est arrivé il y a quelques années dans un stage que j'animais, notamment sur le rapport au temps. Et une participante me dit, je viens faire ton stage sur le rapport au temps parce qu'il y a quelques semaines, mon gamin du haut de ses 7 ans s'est planté devant moi dans le couloir qui mène aux chambres dans notre appartement et il m'a dit, maman, je ne m'appelle pas, dépêche-toi. Je ne m'appelle pas, dépêche-toi. Ce petit gamin de 7 ans se campe devant la précipitation maternelle pour dire stop, maman, c'est pas juste. Et la maman était en larmes quand elle disait ça, parce qu'elle dit, j'ai eu l'impression d'avoir un bon maître devant moi qui m'enseigne 2 leçons. La première, c'est que mon gamin me fait comprendre que je ne l'ai pas mis au monde pour qu'il se brosse les dents, qu'il étudie ses leçons, qu'il passe son bac et qu'il ait un beau diplôme. Ça, ce n'était pas l'objectif d'avoir mis au monde mon enfant. J'ai mis au monde mon enfant parce que je suis heureuse de la vie, j'ai envie de la transmettre et de participer à l'enchantement qu'est la vie. Ah. Et effectivement, brosser ses dents, dormir une nuit suffisante, faire des études, avoir un diplôme, c'est une logistique assez pertinente pour s'enchanter d'être ensemble. Mais n'inversons pas les priorités. Faire, en oubliant d'être. Et puis la deuxième leçon que le gamin passe à cette maman qui disait, j'ai vraiment eu l'impression d'être devant un bon maître dont j'étais à cet instant le disciple, vraiment une véritable inversion, c'est que je mesurais que ce gamin me dit, maman, tu t'es laissé encoder dans un rapport au temps hostile et combatif depuis des années. Moi, je viens d'arriver, j'ai 7 ans et je n'ai pas envie d'entrer dans ce rythme fou. J'ai envie avec mes copains de co-créer des rythmes plus doux. Et cette maman était très, très émue parce qu'elle réalisait à quel point elle s'est laissée entraîner dans des rythmes qui ne sont pas les siens. Et je peux témoigner personnellement qu'une des choses qui m'a emmené en thérapie, c'est que je courais trop vite et que j'avais besoin de réaliser que je n'allais pas gagner ma course contre le temps et que si je voulais la qualité de relation que je rêvais d'avoir avec moi et avec les autres, il était temps que je pacifie mon rapport au temps. Nous n'aurons de rapport non violent avec personne tant que nous serons dans un rapport hostile au temps. Voilà quelques ingrédients qui peuvent entraver la relation. Je nous encourage donc à prendre le temps de nous relier plus régulièrement avec nous-mêmes, avec nos états intérieurs pour mieux comprendre cet humain-ci, en sorte d'avoir des clés extrêmement pertinentes pour mieux comprendre tous ces humains-là qui sont en face de nous et ainsi, par notre intériorité citoyenne, créer très pragmatiquement, là où nous sommes, un monde plus fluide, plus fécond, plus vrai et plus profond. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intervention. Je suis là. Je suis chargée de transmettre quelques questions des participants. Il y a 2 questions principales qui sont sorties. La première, c'était la question du lien et des modifications des liens dans cette situation particulière de cette année. Moi, à titre de ce qui m'est venu quand j'ai vu cette question, c'était de me dire, au premier confinement, on a pris une habitude étrange qui était de faire des visioconférences familiales toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine, alors que je n'appelle pas ma sœur et mes parents et mon beau-frère toutes les semaines d'habitude, et que là, ce moment-là particulier de contact avec une vulnérabilité collective a fait qu'il y a eu ce besoin
d'une modification des liens. Donc la question qui est posée, c'est, selon vous, est-ce que le Covid aura-t-elle modifié les liens entre les humains et comment? Si vous aviez, peut-être que vous n'avez pas de réponse particulière, mais est-ce que vous avez une intuition par rapport à ça? Oui, merci de poser cette question. Bien sûr, je pense que cette expérience, cette épreuve, comme ça a été rappelé tout à l'heure, collective et même mondiale, nous a rappelé un enjeu fondamental. C'est d'abord l'incertitude et l'incertitude ultime, c'est-à-dire la proximité avec la mort, que nous avions, je pense, tenté d'évacuer. Dans les années qui ont suivi la guerre, tout semblait aller de soi. Et je pense qu'on avait l'habitude d'avoir un programme bien établi, une perspective de carrière tranquille. Et puis ce Covid vient tout chambouler et apporter tout autour de nous des enjeux de mort qu'on ne voyait pas de façon aussi évidente. Et donc, je crois que cette proximité avec le risque ultime de disparaître intensifie le besoin d'être vivant, de vivre et de recréer du lien. Donc, je ne suis pas surpris de ce que vous évoquez, le besoin de se revoir plus régulièrement et de ne pas se laisser endormir dans un ronronnement où on se voit de temps en temps, si on se voit, quand on se voit, mais effectivement de garder un rituel de présence de nous pour co-créer ce nous dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je crois que pas mal de familles, à côté bien sûr de grosses difficultés dans la promiscuité de petits appartements où il y a bien sûr eu des tragédies de violence familiale, à côté de ça, j'en rencontre beaucoup de personnes qui ont vu un bénéfice d'avoir plus de temps, de moins être stressé, de ne pas être des heures dans les embouteillages ou les transports en commun et d'avoir donc de l'occasion d'affiner, d'approfondir le lien et de le rendre plus créatif. J'espère que nous allons garder cette essence. J'aurais une toute petite question qui est revenue à 2 reprises, qui est peut-être un peu plus en lien avec notre partie, enfin la question du handicap psychique et de la souffrance psychique. Donc il y a 2 questions qui sont: comment développer cette intelligence intuitive lorsque nos blessures créent un brouillard dans notre grille de lecture du monde? Ça, c'est la première question. Et j'ai une autre question qui s'en rapproche, qui est: comment accueillir sa vie intérieure quand les émotions sont si intenses qu'elles nous conduisent à la folie? Donc, c'est des personnes concernées par de la vulnérabilité psychique qui posent ces questions-là en disant oui, mais comment, en fait? Les 2 questions commencent par comment. Merci beaucoup pour ces questions extrêmement pertinentes et d'actualité. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui viennent justement apprendre. Elles sont souvent submergées dans des états d'hypersensibilité extrêmement dérangeantes et dans lesquels elles se sentent très, très vulnérables. Et donc, ça s'apprend comme un langage, ça s'apprend vraiment comme une langue. La communication non violente ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un jour ou 2 de pratique qui va nous aider, mais si nous voulons apprendre une nouvelle langue, nous savons qu'en une semaine de pratique, 5 jours d'affilée, nous aurons un peu d'aisance. En 10 jours, on va commencer à être assez à l'aise. En 3-4 semaines, ça va commencer à être vraiment fluide. Eh bien, c'est un même processus et je nous encourage à faire confiance dans notre capacité incroyable que je vois tous les jours de créer du lien avec nous-mêmes et avec les autres en apprenant ce langage-là. Et je crois que c'est un enjeu très citoyen aujourd'hui parce que beaucoup de nos concitoyens vivent une hypersensibilité inconfortable. Et comment arriver à faire de cette hypersensibilité un outil justement pour les transformations, les créations, les changements dont j'ai parlé tout à l'heure et dont notre monde a vraiment besoin. J'ai cette conviction depuis le temps que j'accompagne les personnes que si nous nous reconnaissons dans un état d'hypersensibilité avec du mal à gérer les émotions, eh bien, ce n'est sans doute pas par hasard que nous arrivons à ce moment sur cette planète. Elle a besoin de ça. Nous avons besoin de quitter une certaine brutalité, pardonnez-moi, dans le peu de temps qu'on a, de faire peut-être des gros clichés, hein, mais c'est pour expliquer un peu rapidement ma pensée. Nous avons besoin de quitter cette brutalité instaurée en mode de vie qu'a pu créer le patriarcat. Le système pyramidal, les rapports très machistes, les rapports souvent violents, la brutalité ordinaire, les rapports de force, domination, soumission, agression, démission, fuite, bouderie, tout ça sont des rapports de force. Nous avons absolument besoin de quitter cet ancien paradigme et d'apprendre à créer des rapports de collaboration, d'empathie, de présence attentive, de solidarité. Ça s'apprend. Et c'est un double apprentissage puisqu'il s'agit de désapprendre de vieux mécanismes qui sont comme des programmations. J'en parle dans mon dernier livre. Mon dernier livre s'appelle « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?»
Eh bien, si nous voulons être des adultes qui font sens et envie pour les jeunes, nous avons besoin de nous déprogrammer de vieilles programmations qui sont bien inscrites et que nous ne voyons même pas tellement elles sont inscrites, dont l'habitude des rapports de force, des rapports de pouvoir. C'est ce que j'ai appelé des mécanismes autobloquants. Ça nous inhibe dans notre évolution. Donc, j'encourage les personnes qui se reconnaissent dans les sensibilités que vous évoquez à le voir comme un potentiel qu'elles ont sans doute besoin d'apprivoiser pour pouvoir le mettre au monde de façon satisfaisante et féconde. Donc, merci beaucoup pour ces questions. J'en ai une petite dernière, si vous permettez. La question portait sur la transposition possible. Est-ce que vous avez un mot pour évoquer cette question, la transposition de votre lecture des rapports individuels aux rapports intergroupes sociaux? Je pose la question parce que hier, j'ai regardé assez rapidement un reportage télévisé sur les manifestations, les Black Blocs, etc. Toute cette gestion, alors là, pour le coup, violente des conflits. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de tout ce que vous dites concernant les rapports interindividuels pour les rapports intergroupes sociaux? J'en suis absolument convaincu. Ça mériterait évidemment plus d'espace pour être développé, mais il me vient à l'esprit, moi j'habite la Belgique, là je vous parle depuis Bruxelles, je suis belge, mais il me vient quand même là, tout de suite une réflexion sur le phénomène des gilets jaunes et tout le déferlement que ça a entraîné, qui n'était sans doute pas voulu au départ par la manifestation, mais qui a eu toute la violence que l'on connaît. Eh bien, nous voyons là un effet cocotte-minute explosive, beaucoup d'accumulation de tensions, de frustration, de sentiments de dépit, de colère, de besoin d'être compris, d'être écouté, d'être reconnu, d'avoir sa place, d'être en appartenance dans un monde soutenant. Énormément de besoins fondamentaux n'ont pas été pris en compte. Et la cocotte-minute est collective et explose dans les rues. Et donc, ça nous invite, alors c'est une autre réflexion, vous me direz, mais à revisiter nos systèmes de gouvernance. Ce n'est pas des élections tous les 4 ou 5 ans qui vont nous aider à être en contact avec le peuple. Nous devons trouver d'autres façons d'être proches du cœur des gens pour comprendre ce qui s'y passe. Et donc, je vois vraiment que nous avons besoin collectivement de développer des mécanismes d'empathie pour bien sentir où est tout le monde, comment chacun se sent. Est-ce qu'il n'y a pas des cocottes-minutes qui risquent d'exploser? Pour élargir, je prends un risque, mais bon, élargir la réflexion, j'ai eu l'occasion de travailler à Genève il y a quelques années avec une équipe de la Croix-Rouge. Ils avaient recueilli des jeunes qui étaient partis dans les mécanismes, dans les camps d'entraînement pour le terrorisme dans le Proche-Orient. Et ces jeunes avaient réalisé dans quoi ils étaient finalement embarqués contre leurs attentes et revenaient, si j'ose dire, à la vraie vie. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui emmenait ces jeunes à partir là? C'est les besoins de reconnaissance, d'appartenance et de sens. Et les gamins disaient, moi, dans ma banlieue, je n'ai aucune appartenance, je suis perdu, je suis dans une classe minoritaire rejetée. Sur le plan du sens, j'ai aucune perspective autre que le chômage. Tout d'un coup, j'arrive dans un groupe, on me contacte, on m'approche en me disant, tu es un frère, tu appartiens, tu as une famille, tu vas la rencontrer, tu vas voir. Et puis, on a une mission, et une mission sacrée pour toi. Vous pouvez vivre sans appartenance, sans reconnaissance et sans sentir que votre vie a du sens? Moi, pas un instant, hein. J'ai exactement les mêmes besoins que ces gamins-là. Il se fait que j'ai eu la chance d'avoir une éducation, des parents, un éclairage pour pouvoir vivre ces besoins dans le respect du nous. Mais nous voyons donc que nous avons besoin de regarder la réalité tout autrement et que l'enjeu que vous évoquez, se comprendre soi pour mieux comprendre les autres et les groupes d'autres, c'est vraiment devenu fondamental pour que ces poches de frustration ne viennent plus exploser sur nos places publiques ou dans nos salles de spectacle. Que tout le monde ait pu dire ses frustrations, trouver du sens, sentir un soutien, une appartenance et se sentir vivant, quoi. Et là, on a besoin de changer les systèmes assez forts, notamment le système éducatif qui est évidemment très obsolète pour rencontrer les enjeux d'aujourd'hui. Eh bien, merci de cette conférence et de ces échanges très inspirants et très inspirants également dans le champ de la santé mentale et du handicap psychique qui est le nôtre. Puisque c'est le thème de la journée, le lien, la manière dont les liens ont été nourris dans cette période particulière, dont ils ont été parfois abîmés, dont peut-être, en tout cas on ne sait pas, on espère qu'ils ont plus été nourris qu'abîmés, mais et peut-être, en tout cas, votre intervention
pour moi, est très inspirante pour ouvrir des possibles, y compris dans le champ de la santé mentale et des interventions en santé mentale. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Au revoir, bonne journée, bon travail. Au revoir, merci. Entrer dans quelque chose de plus concret, concret dans notre quotidien. Nous avons traversé cette année des moments particuliers et nous avons le CREPSI des Pays de la Loire et le centre support, le CREAPS, le centre support de réhabilitation, pendant la période du premier confinement, eu la démarche d'interroger les personnes concernées par les troubles psychiques, les aidants des personnes concernées et les soignants. Et donc, on va vous présenter ces résultats. Donc, on est à 3 voix sur cette thématique. Monsieur Hulin, qui est présent avec nous et qui va... je vais passer une vidéo qui explique, puisque cette intention, cette idée a émané de l'UNAFAM, donc Monsieur Hulin, qui va vous parler de cette intention. J'ai entre autres la responsabilité de la délégation régionale pour les Pays de la Loire depuis décembre 2019 et je suis concerné par la maladie de mon deuxième fils. L'UNAFAM est une association nationale reconnue d'utilité publique, agréée pour représenter les usagers des systèmes de santé. Je vous encourage à aller sur son site www.unafam.org. En Sarthe, ces dernières années, nous avons regardé quels outils numériques nous pourrions utiliser. En mars, quand la Covid est arrivée et que nous nous sommes trouvés confinés, nous étions sans nouvelles de nos adhérents. Une bénévole m'a contacté par téléphone et suggéré d'envoyer un questionnaire en ligne à nos adhérents. Elle a préparé les questions et 3 heures après, nous envoyions notre premier questionnaire en ligne. Ce sont 58 de nos 150 adhérents qui nous ont répondu. Quelques jours plus tard, le groupe Psychovid se réunissait à l'initiative du docteur Jean-Paul Boulet, médecin coordonnateur santé mentale et psychiatrie à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, avec la participation des psychiatries privées, publiques et universitaires, l'URIOPS pour le médico-social, l'UNAFAM pour les familles et les usagers. Il s'agissait de définir une doctrine régionale afin d'accompagner la situation particulière de la Covid. À cette occasion, j'ai produit le résultat de notre questionnaire sartois. Madame Valentine Jaillet, inspecteur de l'action sanitaire et sociale à l'ARS, s'est adressée à Denis Leguet et à moi-même pour savoir si le CREPSI et l'UNAFAM pouvaient monter une enquête sur la situation des usagers. Nous avons répondu à la commande de l'ARS. Une première rencontre en visio était organisée 2 jours plus tard, un jeudi. Au CREPSI, Brigitte Martin m'a mis en relation avec Sophie Deloffre, cadre de santé, et Julien Juppy, sociologue, qui va avoir l'occasion de se présenter tout de suite après. J'ai souhaité que l'on distingue les questionnaires adressés aux usagers de ceux envoyés aux familles. En effet, j'avais souvent entendu les soignants parler du rôle toxique que pouvaient avoir certaines familles sur leurs proches. Il me paraissait important de bien distinguer les ressentis pour couper court aux interprétations non fondées. Le questionnaire des familles a été calqué sur le questionnaire usager avec quelques nuances. Le vendredi soir, Sophie Deloffre faisait une première proposition de questionnaire. Le lundi, nous apportions les corrections. Le mardi, les questionnaires étaient envoyés à des pilotes usagers et familles. Le jeudi, veille du 1er mai, nous prenions en compte les remontées de nos pilotes et l'après-midi même, les questionnaires étaient envoyés vers nos réseaux familles et usagers. Dès le lundi 4 mai, nous avions 35 réponses des familles, 6 réponses d'usagers qui nous donnaient déjà les tendances qui se sont confirmées par la suite. J'ai tenu en haleine nos réseaux en leur publiant régulièrement l'avancée des résultats de nos questionnaires en ligne. Le 13 mai, 68 usagers, 173 familles avaient répondu. En complément de ces questionnaires, une enquête qualitative a été engagée et je laisse Julien Juppy vous en parler. À bientôt. On va vous présenter en effet les résultats et donc je laisse la parole à Julien. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Philippe Hulin l'a présenté brièvement. Je vais revenir très rapidement sur la méthodologie de l'étude. Je vais être très descriptif et dans une troisième partie, je laisserai la place. On n'est pas la bonne image.
Bon, c'est pas grave. Ouais, est-ce que c'est grave? On va laisser comme ça. Bon, ok. Et donc, je vais être très descriptif, comme je le disais, et le docteur Espitalier prendra un petit peu de recul et de hauteur par rapport aux enseignements à tirer de tout cela. Donc, une étude à la fois qualitative et quantitative, comme le disait Monsieur Hulin. Dans une phase quantitative, que nous avons donc diffusé 2 questionnaires en ligne, l'un à destination des familles, l'autre des personnes concernées. Et ça s'est fait plutôt à la fin du confinement, comme vous le voyez sur la petite frise là. C'est important à dire puisque ça a pu donner de l'espoir à tout le monde. Donc peut-être qu'on n'était pas dans la même dynamique qu'au tout début ou au milieu du confinement. Ces questionnaires ont été relayés dans les réseaux de l'UNAFAM et du CREPSI, GM, Association de pères aidants, usagers et les familles. Et au total, je le répète, donc c'est 173 familles qui ont répondu et 68 personnes vivant avec des troubles psychiques. Voilà. Parallèlement à ce volet quantitatif, un volet qualitatif a été aussi déployé. Son but était de rendre compte un peu plus finement de l'expérience subjective des familles et des usagers de la psychiatrie. Au total, nous avons réalisé ici 14 entretiens, 8 avec des personnes directement concernées et 6 avec des familles. Je voudrais maintenant souligner quelques limites méthodologiques de ce travail. Il faut en parler. Il y a notamment et surtout des biais de recrutement, puisque j'évoquais à l'instant les réseaux que nous avons mobilisés, ce qui évidemment colore d'une certaine manière la population de l'étude et donc des résultats. Diverses conséquences à cela, c'est que premièrement, ces associations ont en commun un discours assez militant, à l'origine de revendications dans le champ de la santé mentale. Deuxièmement, parmi les familles adhérentes à l'UNAFAM, les troubles schizophréniques sont assez surreprésentés, alors que dans l'autre réseau des associations d'usagers, il y a plutôt une surreprésentation de personnes avancées dans le processus de rétablissement. Donc voilà, ça c'est important à dire également. Ensuite, troisièmement, il s'exerce une forte solidarité au sein du réseau d'entraide de ces associations qui ont en commun une expérience, qui la partagent. Certains, notamment, je pense aux membres de l'UNAFAM, nourrissent des échanges réguliers, participent à des réunions communes, à des formations même, lisent les mêmes newsletters, et donc tout ceci peut influencer dans le sens d'une homogénéisation, peut-être j'emploie le mot homogénéité, mais peut-être homogénéisation serait plus juste, des discours, des expériences vécues. Et enfin, bien sûr, il y a un problème d'accès à tous les publics puisque certains sont limités dans la maîtrise des outils informatiques et accès à Internet qui n'ont donc pu répondre à l'enquête. Quelques données maintenant, je m'achemine vers les résultats, quelques données pour présenter la population des personnes concernées. 34% des répondants dans notre échantillon sont en situation d'invalidité. Alors, vous voyez sur les graphiques des chiffres qui sont exprimés en valeur absolue, alors que moi, je les donne en valeur relative, en pourcentage. Parmi notre échantillon, donc 34% sont en situation d'invalidité, 30% sans emploi et 22% en activité professionnelle. 32% des personnes déclarent vivre avec des troubles psychotiques, 26% avec une dépression et 22% avec des troubles bipolaires. Pour les familles, 95% de la population est âgée de plus de 46 ans et la moitié a plus de 65 ans. Ils sont en majorité retraités. 85% des répondants viennent en aide à un proche concernés par des troubles psychiques et 14% s'occupent même de 2 personnes. 68% de ces personnes aidées présentent des troubles psychotiques. Pour rappel, ces troubles ne représentent que 32% des répondants usagers. Tout à l'heure, je parlais de biais de représentation ou de recrutement. Eh bien, en voici une expression statistique. Voilà.
Enfin, 12% ont accueilli un ou des proches au cours du confinement. Les principaux résultats de cette étude, les voici. Nos résultats montrent, tout d'abord pour les familles, voilà, je vais distinguer les deux. Les proches, donc, déclarent avoir ressenti davantage de tension, de nervosité et d'anxiété. Donc 44% expriment cela. Plus de fatigue, de lassitude et de manque d'énergie pour 37%. Et elle rapporte également davantage de troubles du sommeil, plus de tristesse et de pensées pessimistes. 44% n'a pas sollicité d'aide pour elles-mêmes. Je parle bien des familles, hein. Donc 44% n'ont pas sollicité d'aide pour elles-mêmes. Alors, on peut se demander et faire l'hypothèse, est-ce que c'est parce que ce sont des familles qui ont l'habitude de faire face seules à des situations délicates? Est-ce que les formations qu'elles bénéficient par l'UNAFAM notamment, oui, on peut les aider à trouver leurs propres ressources? Bon, en tout cas, voilà. Le reste, donc, se sont tournés vers des aides. Ouais. 18% ont fait appel à leur entourage, 13% aux associations de famille et 12% aux professionnels de la psychiatrie. Voilà. Les usagers à présent. Près d'un usager sur deux estime avoir ressenti plus de nervosité et d'anxiété au cours du confinement. 40% ont ressenti davantage de tristesse et 38% des troubles du sommeil. Voilà. Malgré cela, parce qu'en fait, ce sont des résultats qui sont assez proches finalement de ce qui a été observé en population générale. Donc malgré tout, on peut observer que les usagers semblent s'être plutôt bien adaptés au mode de vie imposé par le confinement. Il est par exemple assez éloquent de voir que les situations très critiques au point de conduire à une hospitalisation ne représentent que 4,5% de notre échantillon. Ce que montrent également nos résultats, c'est que les personnes concernées, c'est que le confinement n'a pas empêché les personnes concernées de réaliser des activités qui sont source de bien-être, comme se reposer, prendre du temps pour échanger avec ses proches, surfer sur le net, etc. Alors, les entretiens que nous avons réalisés en parallèle avec certains d'entre eux peuvent suggérer quelques pistes de réflexion et voire d'explication. En fait, certains ont déjà fait l'expérience de la privation ou de la limitation de la liberté lors de leur séjour en psychiatrie. C'est le cas de cette personne qui affirme, je cite ses propos, « Le confinement ne s'est pas trop mal passé au final, parce que ça me rappelle des confinements à l'hôpital psychiatrique où l'on faisait des kilomètres à pied dans le couloir. Ça me rappelle les périodes où j'étais hospitalisé, donc j'ai connu des détresses pires que ça. » Pour d'autres, la vie habituelle est assez proche des conditions du confinement. Alors que cette situation soit subie ou voulue, un certain nombre estiment être isolés dans leur quotidien. Et c'est le cas de cet homme qui dit « J'ai vécu ce confinement très très bien, c'est-à-dire que je me suis occupé, je faisais beaucoup de musique, j'ai regardé des films, ça se passait très bien. J'ai trouvé un mode de vie vraiment bien. Je suis habitué à être seul, donc ça s'est bien passé. » Donc l'isolement peut faire partie des répercussions de certains troubles psychiques. Et donc, il n'y a pas de sentiment d'accentuation de ces difficultés avec le confinement. Certains y voient même des choses très positives puisqu'ils s'en réjouissent, comme ce dernier exemple d'un jeune homme de 30 ans qui dit « L'effet confinement, je l'apprécie, la distanciation physique est un bonheur pour moi. » Toujours, je décline encore les résultats par rapport aux personnes concernées. Alors, les usagers ont-ils eu plus besoin d'aide de la part de leur famille pendant le confinement?
Eh bien, ce que nos résultats montrent, c'est que c'est le cas pour 40% des usagers donc, qui ont eu besoin de leur famille plus souvent qu'auparavant. 29% ont exprimé un besoin d'écoute et de réassurance, 22% d'aide pour la vie quotidienne. Faut aller plus vite. Alors, dire que les usagers se sont bien adaptés ne doit pas faire oublier les situations les plus délicates, les plus douloureuses que certains ont vécues. J'ai eu l'occasion d'entendre une personne qui m'en a parlé et je voulais vous faire une petite vignette, mais je ne vais pas avoir le temps, d'une personne qui a dû, à un moment donné, parce qu'elle était en détresse, avait des idées suicidaires, a appelé, et c'est le lien avec l'autre partie, l'autre enseignement de cette étude, elle a appelé un réseau de pères aidants qui elle a orienté vers des aides de soins. Donc, c'est le rôle de la paire aidance qui est important là à retenir. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le confinement, l'expérience a été facilitée pour les personnes qui ont été en contact avec des pairs. Alors, ça a pu prendre la forme d'échanges anodins, amicaux, des demandes de soutien face à une détresse psychologique, comme le cas de cette personne que j'ai évoquée. En plus des contacts avec des proches, dont 93% ont bénéficié, 59 déclarent avoir été en lien avec des pairs via des GEM ou des associations. Et ici, les GEM semblent avoir une place importante et ont déployé tout un tas d'innovations, ont mis en place des activités à distance, des gazettes, des réunions Zoom, partage de recettes, des comptes rendus de la journée, des comptes rendus des échanges autour de passions communes, etc. Voilà, donc ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a eu 3 fonctions, le soutien émotionnel, rompre la solitude, et puis même un rôle de sentinelle, quand certains ont pu orienter vers des aides plutôt de soins, un rôle d'orientation vers des structures d'aide. Donc, le 3e point, c'est quelle offre de soins a été proposée pendant le confinement. Alors, conformément aux directives ministérielles, certaines modalités de soins ont dû s'interrompre. C'est le cas de 46% des répondants qui affirment avoir vu leur consultation interrompue. Alors, si on ajoute à cela la symptomatologie anxio-dépressive qui a évoqué plus haut, qui a été un peu plus importante, on aurait pu s'attendre à une catastrophe. Sauf que ça n'a pas été le cas, en tout cas pour ce confinement-là. Et ici, il faut voir que les traitements médicamenteux ont eu un rôle assez important. En effet, ils ont pu alléger les manifestations les plus aiguës de détresse, puisqu'un certain nombre avaient ainsi besoin, c'est-à-dire ces médicaments dont la prise est laissée à l'appréciation de la personne elle-même. Ensuite, c'est pas parce que les consultations se sont arrêtées en présentiel qu'il n'y a pas eu une veille de la part des équipes de soins et que les personnes concernées ont été vouées à elles-mêmes. Une grande partie d'entre elles, 76%, disent avoir eu accès aux informations nécessaires pour la poursuite de leurs soins. Et dans la très grande majorité des cas, 82% des entretiens téléphoniques ou les téléconsultations ont été proposés. Fait remarquable, 60% des usagers sont satisfaits de cette modalité de soins. Voilà, comme nous l'avons évoqué, le suivi habituel a été certes interrompu, mais les entretiens qualitatifs révèlent que les équipes de soins semblent avoir fait preuve de réactivité. Leurs réponses ont essentiellement pris la forme d'entretiens téléphoniques avec un professionnel, un infirmier référent, un psychologue, le psychiatre, la psychiatre ou le curateur. Voilà. Les usagers soulignent globalement leur disponibilité. Le dernier point, c'est les attentes des personnes concernées et des familles. Les familles et les usagers demandent globalement un accompagnement plus régulier et plus fréquent de la part des équipes soignantes. Alors, sous quelle forme? Eh bien, sur les 70 réponses que nous avons obtenues, 54 des familles et 20 d'usagers, 30 souhaitent le maintien des entretiens téléphoniques ou de la téléconsultation en complément des suivis habituels proposés.
Selon elle, cette modalité de soutien permettrait de répondre à un besoin d'écoute à la demande, voilà, à la demande, et d'intensifier le suivi post-hospitalisation et faciliter ainsi le retour au domicile. Un autre type de demande est adressé aux équipes de secteur de psychiatrie. Nombreux sont les familles qui souhaitent le renforcement des visites au domicile. C'est ici, voilà, renforcement des équipes au domicile. Être davantage impliquées dans les décisions et les soins de leurs proches, pouvoir bénéficier elles aussi d'entretien, de soutien et de soutien en téléconsultation notamment, et de voir se développer des lieux de ressources et une offre de logement adaptée. Voilà, ça, ce sont des revendications qui sont plutôt mêlées. Les usagers, je les distingue une dernière fois, et je passe ensuite la parole au docteur Espitalier. Les usagers réclament le développement de la pérédance, dont les actions de soutien et d'accompagnement ont permis de prévenir, je crois qu'on l'a vu, une dégradation de certaines situations. Je vous remercie de votre attention et passe le micro au docteur Espitalier qui va vous dire quelques mots d'une autre enquête parallèlement menée. Je vais vous présenter les résultats d'une autre enquête complémentaire à l'enquête que Julien vient de vous présenter, qui est l'enquête que le CREAPS des Pays de la Loire, donc le Centre support de réhabilitation psychosociale, a mené sur la même période auprès de soignants, des structures de soins de l'ensemble de la région, des structures de soins ambulatoires de l'ensemble de la région. Donc le contexte, on vous en a parlé, c'est une réorganisation massive de l'offre de soins en psychiatrie sur l'ensemble du territoire, évidemment. Julien vous en a parlé? Ouais, ça marche pas. Non, on reste sur la première. D'accord. Je vous demande une petite minute pour... T'as un truc à activer peut-être en non? Mode protégé, c'est peut-être pour ça. Non, il n'y a rien qui marche. Hop. Ok. Je vais te dire si c'est bon. Ok. Très bien. Des petits ajustements. Donc, une réorganisation massive de l'offre de soins. Julien en a parlé sur le résultat de l'enquête. Avec différentes études en population générale qui avaient mis en avant une majoration des risques psychiques pour les personnes vivant, pour toute personne, et y compris pour les personnes vivant avec un handicap. À faire pour l'affichage de tout à l'heure. Pour le grand. Voilà. Donc, les risques, la majoration des risques pour les personnes vivant avec des troubles psychiques, ces risques étant à la fois virologiques et psychiatriques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour pouvoir me centrer sur le résultat de l'enquête. Donc, cette enquête numéro 2, l'enquête du CREAPS, est un questionnaire en ligne qui a été diffusé, Monsieur Hulin vous a parlé de l'enquête CREPSI. Cette enquête-là a été diffusée sur la même période, en gros, entre le 14 avril et le 10 mai, auprès de 9 centres hospitaliers de soins psychiatriques des Pays de la Loire. Et ce questionnaire était destiné à des soignants exerçant en structure de soins ambulatoires. Cette enquête explorait 4 dimensions qui étaient la description des pratiques et des remaniements des pratiques, le maintien et les modalités de soutien du rétablissement des personnes accompagnées pendant cette période-là, le vécu des soignants et les perspectives. La réorganisation des soins, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque Julien en a déjà un peu parlé. Il faut avoir bien en tête que pour près d'un quart des personnes, les suivis individuels ont été
arrêtées et pour la moitié, les consultations ont pris une autre coloration avec, dans 80% des situations, c'était des consultations et entretiens à distance qui ont été réalisés à la place des consultations présentielles habituelles. Sur les activités de soins autres que les consultations, il a été décrit l'utilisation, dans certains cas, de visioconférences pour les réunions et les activités de groupe et d'entretiens téléphoniques proactifs auprès des patients, des personnes accompagnées. Les objectifs de cette réorganisation étaient en premier lieu le maintien d'un lien avec les usagers et évidemment l'évaluation à distance de leur état de santé psychique ou bien de leurs besoins afin d'envisager des actions de soins ou d'accompagnement le plus ajustées possible. Donc les soignants ont retracé les mêmes modalités de modification avec en outre les arrêts des activités de soins, mais aussi des groupes de travail, des réunions, concertations pluridisciplinaires, tout travail en équipe était largement suspendu pour une grande part, et la suspension des nouvelles demandes de première consultation en dehors des situations d'urgence. Donc ça a été une réelle modification. Il n'y a pas eu de nouvelles prises en charge en dehors de l'urgence. Ce qui est beaucoup noté, c'est le fait que certains suivis ont malgré tout pu être poursuivis avec parfois la coordination entre certaines consultations en présentiel malgré tout et une diminution du présentiel pour la mise en place complémentaire dans certaines situations de suivi en visio ou par téléphone. Les vécus croisés, Julien a déjà parlé de ces vécus-là. Je ne vais pas donc m'étendre. Donc les mots-clés sont vraiment le fait que les usagers ont apprécié l'augmentation paradoxale peut-être, en tout cas de la disponibilité des soignants lors de cette période, puisque finalement le lien téléphonique dans certaines situations ou le lien par visio était plus facile d'accès que des consultations habituelles. Pour autant avec certaines limites, puisque les téléconsultations posaient pour certaines personnes des problèmes de confidentialité. Est-ce que ces changements-là vont modifier les choses? Pour les usagers, on en a parlé, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? C'est la mise en lumière d'une grande autonomie possible des personnes qui, en tout cas, celles qu'on a pu interroger, et finalement, la mise en action de cette capacité d'autonomie lors de cette période-là, pour certains avec des difficultés, pour d'autres avec de la créativité. Et j'ai mis l'affiche du goûter psy que Ciel Collot-L'Esprit va vous en parler, va vous exposer tout à l'heure lors de la conférence à suivre. La mise en lumière des besoins prioritaires des personnes, c'est-à-dire la disponibilité et la réactivité des accompagnants et des soignants qui a été mise en avant, les ressources inédites trouvées par les personnes concernées et le rôle central des pairs dans le soutien qui a été apporté aux usagers, en tout cas à ceux que nous, on a pu interroger lors de cette période-là. Et du côté des soignants, qu'est-ce qui pourra peut-être être pensé comme une évolution possible? Il est à noter que les soignés ont vécu de manière plus positive les réorganisations que les soignants, de manière globale. Pour autant, les soignants ont montré une désadaptation présente, des transformations des pratiques classiques qui étaient devenues impossibles dans cette situation-là, la grande réactivité et la disponibilité des équipes soignantes, et également finalement le constat que certains soins habituellement dispensés de manière classique, habituelle, non questionnée, a été considéré comme étant finalement leur disparition n'a pas été source d'une grande souffrance à partir du moment où les équipes qui assuraient ces soins habituellement, je parle en particulier des soins groupaux d'hôpital de jour ou de CATTP, qui ont été suspendus en très grande majorité dans tous les centres de soins, les soignants étant disponibles autrement pour les personnes concernées, ces soins ont été considérés sur une courte durée, évidemment, comme non indispensables à court terme. Et puis, la nécessaire
personnalisation des offres aux besoins des personnes concernées. Étant donné la moindre disponibilité des soins, il a fallu faire des choix, et pour faire des choix, il a fallu personnaliser l'offre de soins, ce qui a été l'occasion peut-être de nouvelles approches, de nouvelles modalités d'évaluation des besoins des personnes qui ont été accompagnées. Peut-être qu'on peut considérer que ces évolutions-là ont été l'occasion de certaines approches orientées rétablissement pour soutenir l'empowerment, l'autonomie, la prise de décision des personnes qui étaient en situation de devoir le faire, la personnalisation des soins qui ont été probablement d'autant plus nécessaires dans ce contexte-là qui était un contexte contraint. Voilà, je vous remercie de votre attention et on est à disposition tous les trois, puisque Monsieur Hulin est par là normalement, également pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions particulières. Bah, si vous avez des questions, c'est tout de suite. On voulait vous profiter de cette intervention pour faire ce retour-là sur les expériences et le retour des personnes. Eh bien, s'il n'y a pas de message qui vient dans les chat. Il y a un message sur le chat. Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir aller sur le chat. Est-ce à dire que la période Covid pour les professionnels de santé a mis en évidence la part plus importante que peuvent prendre les thérapies non médicamenteuses? Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si c'est les thérapies non médicamenteuses, puisqu'il a été aussi retracé que la question de la disponibilité du traitement et de la libre gestion, en tout cas une part de libre gestion des traitements par les si besoins, le fait d'avoir plus du fait de moins de consultations, moins de contrôles, il y a eu plus de si besoins. Si besoin et adaptation de la posologie, souvent pour l'augmenter. Et voilà, et avec la question de donc pas forcément. Et peut-être que c'est pas tellement de manière générique les thérapies non médicamenteuses, puisque évidemment qu'elles ont eu et qu'elles ont toujours une place très centrale dans l'accompagnement, mais c'est peut-être que certaines thérapies non médicamenteuses ont dû être suspendues, certaines psychothérapies avec les psychologues ont dû être suspendues, certains groupes de soins au CATTP ou à l'hôpital de Joron ont été suspendus, même la très très grande majorité, et c'était plutôt le fait que ce qui était central, c'était la qualité du lien. On en parlait ce matin, c'est pour ça qu'on en a fait notre thème de la journée. C'était le maintien d'un lien entre soignants et soignés quand il a pu être présent. Ça a été mis en avant comme étant voilà que c'est la relation. Effectivement, vous dites là, quelqu'un dit que c'est la relation qui précède le faire. Bah, effectivement. C'était plus quand la relation perdurait, quand la relation a pu perdurer, quels que soient les moyens, ça pouvait être par téléphone ou autrement, ça a soutenu les personnes. Et ça, c'est vraiment ressorti de manière importante des questionnaires qu'on a pu faire passer. Est-ce qu'on a relancé ces enquêtes pour le deuxième confinement? Pas encore. Et on pense que ce serait pas forcément exactement la même chose, d'une part parce que il y a eu une adaptation du système de soins qui fait que là, il n'y a pas du tout de suspension complète des soins classiques. Hein. Il y a en tout cas pour beaucoup d'endroits, les soins sont maintenus, mais avec des effectifs beaucoup plus restreints, donc avec des choix à faire et des modalités. Mais ce serait intéressant de faire un retour un peu à distance sur et après, et ensuite, et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les services et qu'est-ce qui se passe pour les personnes. Ce serait intéressant. On n'a pas eu la possibilité de le faire, mais ça pourrait être fait. Si je peux prendre la parole, donc un point donc pour le deuxième confinement, je parlais du groupe Psychovid, donc le groupe régional. Les pères aidants, avec Monsieur Emmanuel Foy, ont intégré le groupe Psychovid au niveau régional avec le deuxième confinement. Voilà. Ils n'étaient pas présents dans ce groupe de travail lors du premier confinement et c'est une bonne chose. Alors, la question, est-ce que la comparaison a été faite au moment du déconfinement? Alors, je ne sais pas de la comparaison. On n'a pas refait d'enquête au moment du déconfinement, si c'est la question.
Oui, alors on n'est pas rentré dans le détail, mais je te laisse répondre peut-être sur... et on va devoir s'arrêter. Ouais. Dernière réponse, ok. Peut-être les soignés et les soignants vivaient la même chose avec ce confinement. Je pense que effectivement, c'est ma conviction et c'est quand même ce qui est sorti de pas mal d'entretiens, que le partage d'une vulnérabilité collective. Moi, souvent, les personnes que j'accompagnais, les patients me demandaient « mais vous, comment ça va ?» Et il y avait une attention portée finalement d'humain à humain et qui peut-être a été aidante dans la question d'un transfert de pouvoir, d'une horizontalisation de la relation, puisqu'il y avait peut-être des modalités d'entraide qui étaient de nature, à certains moments, pas toujours et pas en permanence, c'est parfois la question des places reprenait le dessus, mais finalement, cette vulnérabilité commune a peut-être joué dans l'équilibre de la relation, comme vous pouvez le dire. Désolée, on est obligé de s'arrêter sur cette conférence pour laisser la place à nos collègues pères aidantes qui vont parler de leur expérience de père aidance pendant le confinement. Bonjour à toutes et à tous. Je vois une amie, la Charlotte, qui est là en soutien. Coucou Charlotte. Du coup, je suis médiatrice en santé mentale au CRESERC, qui est le centre de référence en soins d'éducation thérapeutique et remédiation cognitive de Nantes, au CHU de Nantes. Et je travaille aussi du coup avec le CREAPS. J'ai été sollicitée pour vous présenter un petit peu un des projets que j'ai. C'est le goûter psy. Et donc, je vais vous partager l'écran et puis vous montrer directement ce que ça donne sur Instagram. Donc, on va faire ça. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour si on voit bien? C'est bon, on voit bien. Ouais. Parfait. Donc, du coup, voilà mon compte Instagram. Je voulais faire une brève présentation pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui en ont entendu parler, mais qui ne savent pas trop ce que c'est. Du coup, pour moi, Instagram, c'est un réseau social complémentaire à Facebook et Twitter et d'autres réseaux. Puisque personnellement, quand je poste quelque chose sur Instagram, j'ai relié mon compte Instagram à mon compte Facebook et tout se poste sur Instagram et se poste tout de suite après sur Facebook. Donc c'est assez pratique. Il n'y a pas d'obligation quand on crée son compte Instagram, il n'y a pas d'obligation d'alimenter son compte. On peut très bien créer son compte Instagram et profiter des bienfaits de ce qu'Instagram nous propose et faire sa petite vie tranquille sans rien poster de soi. Pour moi, c'est aussi un lieu d'inspiration infinie, c'est-à-dire que vous voyez peut-être ici, donc là, c'est les publications que j'ai postées, donc j'ai déjà 422 publications de fait sur mon feed, qui est le feed Instagram, c'est toutes les photos que vous voyez ici. Feed en anglais, donc nourriture, donc c'est un petit peu la nourriture de réseau, en fait, du réseau social. Et ici, donc 441 abonnés, donc il y a 441 personnes ou comptes qui sont abonnés à mon profil. Et ici, j'ai donc 476 abonnements. Et donc en fait, dans les abonnements, donc là, c'est toutes les personnes auxquelles je suis abonnée. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que on peut en fait choisir donc les personnes auxquelles on s'abonne. Et si on n'a plus envie en fait de les voir, ça fait un petit peu comme sur Facebook. On reste abonné, mais on enlève en fait les photos ou les actualités qu'on n'a plus envie de voir. Et je trouve que c'est vachement mieux que sur Facebook. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de publicité, par exemple. Donc voilà, et puis donc il y a plusieurs parties sur Instagram. Donc ici en fait, là où vous voyez ma photo de profil, quand je fais des stories, c'est-à-dire des petites histoires instantanées, notamment en vidéo, ça se poste ici en fait, le rond du profil devient rouge, enfin il y a une couleur,
Et du coup, il y a une story. Donc là, je n'ai pas fait de story aujourd'hui, enfin depuis les dernières 24 heures, donc il n'y en a pas. Mais les stories que je juge intéressantes ou que j'ai envie de mettre en avant se trouvent ici. On appelle ça, cette partie-là, on appelle ça les highlights, ce qui est en fait les stories mises à la une. On appelle ça comme ça. Donc du coup, j'ai plusieurs stories. Donc je chante, par exemple. Bon, voilà, toutes les stories où je chante, que j'ai envie de mettre en avant, je les mets ici. Voilà, des trucs rigolos, de la danse, etc. On a donc les stories qu'on retrouve soit ici, soit dans les highlights. On a aussi les photos ou les posts, c'est-à-dire c'est ce qui est directement ici, vous voyez, en publication. Donc ça, c'est toutes les photos, publications que je peux faire sur mon propre compte. Et puis on a, bon là, il y a une autre option, c'est le réel. Et on a ici les IGTV, c'est-à-dire que ce sont donc IGTV pour Instagram TV. C'est en fait des vidéos qu'on peut mettre sur son compte Instagram. Et donc, je vais vous parler du goûter psy, parce que le goûter psy, en fait, j'ai commencé à le co-créer. Je vais revenir comme ça. Le goûter psy, en fait, j'ai commencé à le co-créer pour le premier confinement avec une personne qui s'appelle Philippine Rodier, qui est une collègue et une amie de diplôme universitaire de Père Aidance en santé mentale de Lyon. Et donc, en fait, on a eu cette idée de créer en fait un live pendant le confinement pour faire un petit peu de la Père Aidance en ligne et puis pouvoir aussi inviter les personnes qui nous connaissent ou pas à avoir un petit peu de coloration dans nos journées et de fun. Donc je vais repasser en écran partagé et puis je vais vous montrer la première photo présentation du goûter psy qui se trouve ici. Donc ça a été la première affiche que j'ai réalisée pour présenter le goûter psy. Donc on peut choisir sur Instagram nos pseudos, on peut le changer régulièrement. Donc moi c'était Kiko à l'époque et puis PH c'était Philippine. Je vous invite en live sur Instagram pour le goûter psy. Et donc ça a eu lieu, en tout cas pour le premier confinement, très rapidement, dès le début du confinement, on a créé cette émission-là qui a eu lieu du lundi au vendredi de 16h30 à 17h30, donc en live. Et le goûter psy, en quoi ça consiste? Donc je vais reprendre dans les stories l'image que Marion avait repris dans sa présentation ultérieurement, qui est celle-ci. Et donc, le goûter psy live, c'est quoi? C'est donc un live d'1 heure avec un ou une invitée pour explorer un thème. Donc, santé mentale, donc quelques idées, quelques exemples. Santé mentale, artistique, développement personnel, sciences, personnes inspirantes. Donc, on commençait le live, en fait, il y avait toujours une personne qui était invitée. Donc, on invitait les personnes, et on le fait toujours d'ailleurs aujourd'hui, on invite les personnes à venir s'installer, à se prendre une petite boisson chaude. Et puis, on invite donc une personne et je proposais, donc au début, ça a été moi et Philippine qui co-créions ce live. Et puis par la suite, en fait, je l'ai fait toute seule pendant à peu près 2 mois. Et donc, il y avait un commencement avec une invitation à faire une petite méditation et une météo intérieure en live, donc collective, qui sont plus ou moins basées sur des compétences que j'ai de communication non violente. Donc, petite méditation, et puis aller à l'intérieur de soi et puis voir comment est-ce qu'on va. Donc, on proposait ça avec la personne invitée, je proposais ça avec la personne invitée et également avec les personnes qui nous rejoignaient pendant le live. Donc, comme ça, c'était interactif. Les personnes pouvaient également faire la méditation et puis nous dire comment elles se sentaient. Et donc, il y avait une deuxième partie qui était présentation et exploration d'un thème. Donc, selon la personne que j'invitais, on parlait de Père Aidance, de musique, de bullet journal, de vulnérabilité psychique, de dessin, de tout un tas de choses. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du live. Parler d'un thème spécifiquement.
Et puis, vers la fin du live, donc au bout de l'heure de live, je proposais un kiff, un pas kiff. Donc voilà, est-ce que j'ai eu un kiff dans ma journée, est-ce que j'ai eu un pas kiff, et puis de pouvoir comme ça quotidiennement dire son kiff et son pas kiff. Donc voilà le contexte du confinement. Donc création du live, je reprends un peu mes notes. Et puis ouais, je voulais vous parler un peu des intentions. Donc je reprends ici. Les intentions du Goûter Psy Live, c'était que du coup, je pouvais plus exercer mon activité de père aidante puisque on pouvait plus aller au travail, etc. Donc pour moi, c'était une façon de continuer de faire de la père aidance de façon numérique. L'intention aussi, c'était de pallier à l'isolement des personnes en général et plus particulièrement des personnes qui vivent avec une vulnérabilité psychique, de pouvoir rester en lien en fait. Et puis, une intention aussi d'animer, d'avoir un rendez-vous qui est coloré, qui donne un peu du fun et qui nous inspire. Et puis, l'intention aussi de la père aidance, qui est de diffuser des messages d'espoir, d'empowerment, des messages positifs, de se soutenir en fait les uns les autres. Et donc, je voulais vous présenter un petit peu, je reprends ici... Tac. Donc j'enlève ça. Hop. Et donc quelques exemples en fait de personnes que j'ai pu inviter. Donc au début, donc voilà, j'ai reçu Lee-Antoine qui est un père aidant de Lyon. Donc c'était, je crois, la première personne que j'ai invitée. Donc à chaque fois que j'ai invité une personne en live, je demandais à la personne de choisir une photo et puis de faire une petite description de lui-même ou d'elle-même. Donc voilà, je faisais la description sur le post Instagram. Donc ici, on a Elise Francis qui est une personne qui est beaucoup sur Internet, qui fait du bullet journal, qui a travaillé pour Mademoiselle, le journal en ligne Mademoiselle. Voilà, là c'est Grégoire Hameau, donc président de Pouvoir d'Agir. Ici on a Alex, qui est une collaboratrice aussi, une amie. Voilà, il y a Marion qui est là. Et puis voilà, quelques personnes. Donc là c'est Nina Luca, donc, qui est coach en développement personnel. Sabrina Palumbo, qui est une père aidante, des amis, voilà, un collègue aussi. Ma famille de ouf, donc aussi des personnes qui représentent en fait des associations ou des choses qui se créent voilà, sur Internet. Elle a un site Internet, Ma famille de ouf. Donc voilà, des personnes que je pouvais rencontrer comme ça, et puis je leur demandais en fait si elles voulaient faire ou des collaborations. Sur Instagram aussi, on a ici, donc c'est les messages privés en fait, les DM, les direct messages qui permettent donc de prendre, de faire des rendez-vous en ligne. On peut faire de la visio sur Instagram, etc. Donc c'était assez complet. Donc voilà, j'ai invité beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup de lives, tous les jours du lundi au vendredi pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, les lives n'ont pas pu s'enregistrer puisque ça ne faisait pas partie des options d'Instagram pour le premier confinement. Donc tous les lives qu'on a fait, que j'ai réalisés, étaient sur mon propre compte, sur mon compte personnel en premier lieu, et ils n'ont pas du coup été enregistrés, donc j'ai perdu... voilà, c'est dommage. Et donc, je vais arriver vers la fin où je vais vous montrer un petit peu l'autre compte, donc qui est le compte que j'ai réalisé pour que ce soit un compte collaboratif cette fois, parce que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie et de ressources de faire ça sur mon compte personnel. Et j'ai voulu donc le compte du Goûter Psy actuel, que ce soit un compte collaboratif. Voilà, qui aborde l'univers de la psy et pas que, avec plaisir, douceur, empathie et tranquillité. Et donc, je vous présente l'équipe avec laquelle je travaille actuellement. Donc, il y a Philippine, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ma collègue de DU, de père aidance, qui est là. Ici, on a Alex, donc, qui est une amie et collègue, qui est la créatrice de l'association Les Assiettes Chinoises, une récente asso qui soutient les familles et les personnes
voilà, qui traversent des questionnements au niveau de la schizophrénie précoce. Et puis, il y a Thibaut aussi, qui a un compte Instagram qui s'appelle Au fil des feuilles. Et lui, c'est plus, il fait pas mal de méditation et puis des petits jeux avec des dés créatifs. Et puis, il a un compte aussi où il parle pas mal de livres qu'il lit, etc. Donc, voilà l'équipe actuelle. Donc, on est 4 personnes pour le goûter psy. Ciel, puis, Ciel, on va te demander de conclure, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ouais, carrément. Ouais, ok. J'avais fini. Du coup, voilà, je voulais vous parler de ce goûter psy qu'on a repris pour le 2e confinement. Et puis simplement pour en parler en avant-première, on a pris 2 décisions pour le goûter psy. On va probablement l'appeler l'apéropsy. Parce qu'on aimerait faire ça plutôt le soir maintenant, donc plutôt entre 19h et 20h. Donc on est en train de voir ça, je vous le dis en avant-première. Et puis aujourd'hui, le goûter psy ou l'apéropsy, ça sera plutôt 2 lives par semaine, parce que c'est hyper sollicitant de faire ça du lundi au vendredi. Donc n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram, Ciel l'Esprit, sur le compte Instagram du goûter psy, @le goûter psy. Il y a plein de surprises, plein de stories, plein de trucs. Et puis, voilà, je peux m'arrêter là pour la présentation. Merci à tous et toutes de votre écoute et bonne fin de journée du Crépsy. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Pauline Tremblay, médiatrice de santé père au département de réhabilitation psychosociale du Sésame depuis un peu plus d'1 an. Alors, je vais pouvoir enchaîner sur mon PowerPoint. Et du coup, pendant le premier confinement, j'ai réfléchi en fait à une idée Ah non, c'est ça. C'est on va mettre le fichage. Hop. Voilà, on va lancer. J'ai réfléchi à l'idée de plateforme régionale d'écoute par des pères aidants professionnels. C'est vraiment lié au contexte du premier confinement parce que je me suis dit, cette situation, elle est compliquée. Donc, les personnes avec fragilité, comment ça va se passer? Donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Et donc, avec cette question-là, je suis allée rencontrer un peu mes collègues, un peu pères aidants. Donc voilà, j'ai décroché mon téléphone et parmi les personnes que j'ai contacté l'association Pères Aidants Grand Ouest, qui m'a dit très très vite, ok, on est ok pour faire quelque chose avec toi. Et du coup, en fait, pendant ce premier confinement, au printemps, donc, on s'est réunis par visio avec de la région Pays de Loire intéressés. Donc, Patrick Stern, Emmanuel Foy, Marine Cinquin et Olivier Joanneau. Donc à l'époque, oui, j'étais encore en formation de licence sciences sanitaires et sociales. Et dans mon service, on m'a dit, concentre-toi sur tes études pour le moment. Et du coup, en fait, j'avais un peu de temps pour ce projet-là. Et comment les choses se sont passées, en fait, c'est qu'assez spontanément, moi, j'ai recherché le contact. Donc, j'ai pris encore mon téléphone et j'ai appelé un peu les gens que je connaissais pas forcément encore beaucoup pour approfondir les liens, donner des nouvelles. Et donc j'ai été aussi appelée par le groupe d'entraide mutuelle Le Pacifique d'Ancenis. J'ai eu, il me semble, ma psychiatre aussi qui m'a appelée pour prendre des nouvelles. Et j'ai eu aussi Inclusion 49, avec qui on a pu discuter aussi un petit peu. Alors. Première page du diaporama.
Donc, à la fin du premier confinement, mes collègues pères aidants reprenaient une activité. Donc, ils n'avaient plus tellement de temps pour ce projet-là. Donc, j'ai continué avec Emmanuel Foy, qui m'a accompagnée dans l'écriture du projet. Donc, voilà, j'ai intitulé cette slide une rencontre de compétences parce que, avec ses compétences de père aidant, il a aussi des compétences de consultant et il était formé en école de commerce. Et moi, avant d'avoir un parcours en santé mentale, j'étais formée en médiation culturelle. Et donc j'avais été formée à l'écriture, à la construction de projets. Et du coup, donc on a rédigé un premier jet de définition de projet. Avec comme grands axes une association régionale par des pairs et pour des pairs, avec le projet d'embaucher 6 salariés au départ à 10 heures semaine pour de l'écoute, parce que l'écoute, ça engage beaucoup de concentration, d'intensité, et pour des personnes qui recommencent aussi à travailler, on s'est dit que c'était pas mal de pas trop charger tout de suite, en tout cas en temps de travail. Une vision à long terme du développement autonome de la père aidance en région, parce qu'en fait, en deuxième phase de ce projet, on aimerait pouvoir créer un vivier de père aidants avec leur mission spécifique par rapport à leur parcours et les compétences qu'ils développent. Donc surtout des actions, je pense à ce moment, au jour d'aujourd'hui, je pense des missions de sensibilisation, d'animation et d'accompagnement de projet, mais il pourrait aussi y avoir d'autres choses. En réfléchissant à ce projet, on s'est rendu compte que en Rhône-Alpes, Espère, donc l'association de pères aidants, a développé une plateforme d'écoute régionale depuis le printemps. Et donc apparemment, ça fonctionne bien et ça se développe même au-delà de la plateforme d'écoute. Donc ça donne aussi de l'espoir et ça rentre en écho en tout cas avec ce qu'on a envie de développer donc en Pays de Loire. Moi, de mon côté, je me fais accompagner par l'association Passerelle et Compétences pour me soutenir dans la direction du projet, parce que je suis une jeune chef de projet et je sais que ces compétences, elles doivent être consolidées. Donc je prends conseil. Voilà. Les prochaines étapes, donc la création de l'association que j'ai appelée de façon, on va dire, spontanée, inspirée, Mésange et Grenouille, parce que c'était le printemps, c'était le premier confinement, c'était un retour au rythme de la nature et ce côté un peu innocent et créatif des petits oiseaux et des animaux des mares, me plaisait bien. Donc, finalisation du cahier des charges du projet. Voilà, donc rentrer un peu plus dans la consolidation du budget, des finances, etc. Début de recherche de financement, contact et partenariat, et veille sur le marché régional de la père aidance. On se connaît un petit peu, mais il y a aussi éventuellement peut-être d'autres personnes qui auront envie de s'engager dans la père aidance. Donc, essentiellement sur Angers et Nantes par aspect pratique, par facilité. Mais bon, après, voilà, les choses, elles sont quand même assez ouvertes. Donc, je pense que j'ai terminé. Il y a une question qui a été posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un père aidant? Ah oui, génial. Effectivement. Alors, ça peut servir. Un père aidant, c'est quelqu'un qui est soit
bénévole ou soit salarié s'il a reçu une formation et décroché un emploi, qui vient apporter l'espoir, des partages d'expériences, éventuellement des conseils, aussi un soutien à une personne qui lui en fait la demande, qui a des troubles de santé mentale. Donc, le père aidant, c'est quelqu'un qui, lui aussi, a souffert, ou souffre encore, ou va beaucoup mieux, mais a ce parcours de soins et éventuellement aussi d'hospitalisation, etc. Donc, c'est quelqu'un qui peut accompagner la personne en comprenant peut-être de façon un peu plus fine les questionnements que la personne se pose, notamment par rapport aux questions de la stigmatisation, le dévoilement de soi, comment vivre une vie entre guillemets normale. J'aime pas ce mot-là, mais on se la pose tous, cette question-là. Comment trouver sa voie dans la vie avec un peu ce caillou dans la chaussure là. Donc cet accompagnement-là, il a un côté assez direct et assez clair aussi, parce que voilà, le médiateur de santé père, il donne pas de médicaments, donc il n'est pas infirmier non plus. Bon, s'il y a des vrais soucis mettant en danger la personne, on peut éventuellement en parler au reste de l'équipe, mais il y a quelque chose de voilà, on peut facilement dire beaucoup de choses au père aidant que on n'ose pas vraiment dire avec les soignants, voilà, parce qu'il y a de l'autocensure, et cette autocensure-là, elle fait perdre beaucoup de temps, je pense, parce que voilà, quand on est en soins, quand on a été hospitalisé, quand on reprend pied, il y a un moment, faut y aller. Faut y aller, c'est-à-dire que si on refuse de se poser les questions, si on reste dans une attitude un peu méfiante, le soin se fera moins bien, moins rapidement en tout cas. Voilà, c'est ma réponse. Ok, merci beaucoup, Pauline. On va clore cette première partie de journée de colloque, de journée du CREPSI. Et on vous donne rendez-vous à 14h pour la deuxième partie avec les expériences régionales et les partages de plusieurs équipes qui souhaitaient nous communiquer leur expérience singulière dans différents contextes sur cette expérience du premier confinement et des ajustements du lien et des liens entre les différentes personnes concernées, les différents acteurs de l'accompagnement et les aidants et toutes les personnes qui ont pu être en mouvement à ce moment-là et encore maintenant peut-être.